Sujet du jour, comment froisser la concurrence dans une thématique saturée, notamment à l'ère de l'IA et de la saturation des plateformes de contenu. Alors, mes constats de base, tu les connais, je te les répète souvent, mais je te les redonne brièvement. D'abord, on a des plateformes qui deviennent de plus en plus concurrentielles. On a également des coûts publicitaires qui augmentent d'année en année. On a l'arrivée de l'IA qui a rendu les créateurs vachement impersonnels, qui sont un peu tous des clones. On a également une perte de valeur de l'information, liée également à l'IA qui rend l'information plus accessible. Alors, j'aimerais d'abord te présenter ce que j'ai baptisé la théorie des barrières à l'entrée. Alors c'est une théorie, mais tu vas voir que c'est très concret. Ça te permet de savoir exactement quoi faire pour éliminer la concurrence en plaçant des barrières à l'entrée. Et on va voir qu'il faut placer certaines barrières à l'entrée selon ton stade de développement. Je vais te présenter une matrice juste après qui te permettrait de savoir exactement comment faire évoluer tout ça. Alors d'abord, concernant les barrières à l'entrée sur ton contenu, tu vas pouvoir en placer 7 différentes. On va le voir également, hein, l'idée c'est pas de placer les 7 parce que tu pourras probablement pas, mais d'en placer au moins 2 et d'appuyer à fond dessus. On a d'abord les barrières temporelles. Les barrières temporelles, ça consiste simplement à passer beaucoup de temps pour créer un contenu, pour la simple bonne raison que si tu passes du temps pour faire ce contenu, eh bien, il y a beaucoup d'autres gens qui vont pas être prêts à donner ce temps, donc mathématiquement, tu élimines une bonne partie de la concurrence. Je te donne un exemple concret, tu peux par exemple lister 20 outils en ligne dans ta thématique qui permettent de faire X ou Y chose, eh bien le temps de trouver les outils, de les tester, enfin de tester chacun de ces outils pour voir s'ils sont vraiment recommandables, ce temps-là, il n'y a pas grand monde qui est prêt à l'investir. Donc, tu as plus de chances en postant ce contenu d'éliminer la concurrence et donc de faire plus de vues. Donc ça, c'était les barrières temporelles. On a ensuite les barrières intellectuelles. L'idée, c'est d'être capable de proposer des contenus smart avec des réflexions que tout le monde ne peut pas avoir. Tout simplement parce qu'elles sont liées au fait que tu sois plus intelligent que la moyenne ou alors au fait que tu aies une grosse expertise dans ton domaine parce que tu es là depuis longtemps. Ça peut être lié aussi au temps que tu passes à faire le contenu, mais typiquement, ça va être des grosses vidéos d'analyse. Il y a Arnaud Labossière qui le fait très bien. Tu le connais peut-être sous le pseudo de Tougan Barra, il s'est rebrandé récemment, mais il le fait très bien. Et donc, ce sont les barrières intellectuelles. On va avoir ensuite les barrières techniques. Les barrières techniques, ça consiste à proposer des contenus qui sont difficiles à faire techniquement, dans le sens où ils nécessitent une bonne maîtrise de certains outils, peut-être de drones, tout ce genre de choses, ou alors ça peut être des barrières techniques liées au fait que tu proposes des contenus qui reposent sur une expertise qui est rare. Typiquement, ça va être un expert comptable qui va analyser un compte de résultats. Pour pouvoir faire cette vidéo, il faut avoir fait des études en comptabilité ou alors s'être vraiment beaucoup penché sur le sujet. Donc mathématiquement, c'est des barrières techniques qui mettent un peu sur le carreau une bonne partie de la concurrence. Quatrième barrière, les barrières financières. Ça, c'est évident, c'est tout simplement créer des contenus que tout le monde ne peut pas faire, simplement parce qu'ils coûtent cher. Typiquement, ça va être les contenus à grosse production. Tu connais probablement Yomi Denzel, c'est une stratégie qu'il utilise beaucoup. Il va faire des grosses vidéos avec des grosses productions où il va notamment offrir, 10 000 balles aux gagnants, tout genre de choses. C'est des barrières financières, peu de gens peuvent sortir 10 000 balles, donc pareil, tu te différencies. Ensuite, on va avoir les barrières autoritaires. Là, c'est tout simplement se différencier par ton autorité sur le marché. Ça peut être de par l'expérience que tu as, de par des accomplissements que tu as fait, de par ton ancienneté sur le marché, tout ce genre de choses. Si tu vends un infoproduit pour gagner sa vie en ligne, si tu as vendu pour 3 millions d'infoproduits, logiquement, tu mets des barrières autoritaires par rapport à la concurrence. C'est un exemple. Ensuite, on va avoir les barrières que j'appelle audacieuses. Ça consiste à créer des choses, créer des contenus que les gens n'osent pas faire. Typiquement, ça consiste à faire par exemple le fou dans le métro. Ça veut pas dire que c'est ce que je te recommande de faire, mais faire le fou dans le métro, tout le monde n'est pas capable de le faire. Donc si quelqu'un se filme en train de faire le taré dans le métro, assez facilement il va faire des vues. On a Loïc Bourget qui le fait aussi dans une certaine mesure. Il va dans des lieux aisés, Saint-Tropez, Cannes, Monaco, et il va interviewer des millionnaires, en les accostant dans la rue comme ça et en leur posant des questions assez indiscrètes du style combien tu gagnes. Tout le monde n'a pas le courage de faire ça, donc ça pose des barrières à l'entrée. Ça peut être un documentaire dans une favela à Rio où tu prends des risques. Voilà, c'est ce que j'appelle les barrières audacieuses. Et enfin, septième barrière, on a les barrières relationnelles. C'est tout ce qui est lié à l'humain, à la proximité avec ton audience, à ta capacité à créer de la relation. Ça peut être, globalement, c'est tes compétences sociales, ta capacité à créer du lien, de la proximité avec ton audience, qui font que tu deviens le choix par défaut, que les gens s'attachent à toi et donc que tu es différent
du voisin. Donc je te l'ai marqué là, tu n'auras probablement jamais les 7 barrières. L'idée c'est d'arriver à en placer le plus possible, voire même l'idée ça peut être d'en avoir 2 ou 3, d'en choisir 2 et de les développer un maximum en appuyant à fond dessus. Et là je peux t'assurer qu'en faisant ça, tu vas très clairement te différencier de la concurrence. Alors ces barrières-là, tu peux les mettre évidemment sur tes contenus, mais tu peux les mettre également sur ton offre. Donc typiquement, les barrières temporelles, ça devient passer du temps pour créer ton offre. Ça peut être par exemple un produit qui est très long à développer. Ça peut être un produit qui nécessite un gros travail de recherche. Ça peut aussi être, si tu es infopreneur, de sortir un gros livre. Alors attention, il y a des infopreneurs qui sortent des petits livres quasiment faits avec l'IA à 7 euros tous les mois. Moi, je te parle d'un vrai bouquin, on pourrait citer les bouquins d'Olivier Roland par exemple. Bah, ça peut être une barrière temporelle que tu mets sur le marché et derrière, je sais pas, tu peux offrir le livre avec tes infoproduits et ça fait quand même une belle barrière. Ensuite, les barrières intellectuelles, ça va être une offre que personne ne veut lancer parce qu'elle est en lien avec des sujets qui sont assez repoussants. Typiquement, ça peut être une offre dans la thématique des réacteurs nucléaires, tu vois, personne ne veut lancer ça, c'est des barrières intellectuelles. Ça peut être un modèle économique que tu vends à certains types de boîtes. Ça peut être voilà, un produit dans la data science, ce genre de choses. Ce sont des barrières intellectuelles. On a ensuite les barrières techniques. Là, ça va être une offre qui est dure à concevoir techniquement, qui nécessite de savoir très bien coder, du code avancé. Typiquement, pas un outil qui se développe avec une solution qui est no-code. Ça peut être une offre qui nécessite de maîtriser des outils très techniques. Je sais pas, si tu as fait des études en architecture et que tu as appris à maîtriser des super logiciels complexes pour architectes, ça peut être intéressant de se placer à ce niveau-là. Ça peut être des outils de modélisation 3D. Dans une moindre mesure, ça peut être des outils comme N8N ou Zapier pour créer des agents IA. C'est récent, il y a peu de gens qui maîtrisent aujourd'hui ce genre d'outils. Donc si toi tu sais faire développer des outils d'agents IA vraiment poussés, ça peut être une barrière technique quoi. Ensuite, on va avoir les barrières financières. Bon bah là évidemment c'est des offres qui coûtent cher à créer, ça peut être un outil qui se développe pas en no-code, qui ne nécessite d'investir dans des développeurs. Ça peut être un podcast à haut niveau de production où tu peux te payer des gros invités, tu vois. Tu mets des cachets à 3000 balles pour recevoir des gros invités, forcément tu profites de leur notoriété, tu développes le podcast grâce aux barrières financières. On a ensuite les barrières autoritaires, ça peut être une offre que seul toi peux lancer grâce à ta posture finalement. Ça peut être grâce à ta légitimité, grâce à ton réseau, grâce à tes accomplissements. Une fois de plus, ça peut être un podcast. Forcément, si tu as un gros réseau, tu peux recevoir des gros invités. Ça peut être aussi, je sais pas, si tu as été ancien joueur pro dans le tennis, top 1000 mondial, bah, tu peux sortir une formation sur le tennis, tu mets des grosses barrières autorité parce que tu es ultra légitime quoi. Ensuite, on a les barrières audacieuses. Bon, ça va pas concerner tout le monde, mais typiquement, ça peut être un Elon Musk qui veut lancer des fusées sur Mars avec SpaceX ou Neuralink qui veut t'implémenter des puces dans le cerveau. Tu vois, ces barrières audacieuses. Et enfin, on a les barrières relationnelles. Un peu comme sur le contenu, ça va être ton contact, ta relation avec tes clients. Ça peut être offrir des cadeaux, je sais pas, une carte de vœux pour la nouvelle année, tout ce genre de choses qui permet de créer de la proximité et qui fait que tes clients finalement sont mieux fidélisés et que tu augmentes la lifetime value tout simplement. Donc voilà, plus tu places de barrières, plus tu élimines la concurrence et plus tu as un business qui est durable. Plus ton offre, en fait, tu mets beaucoup de barrières, notamment des grosses barrières financières, des grosses barrières techniques, bah logiquement, c'est pas le premier venu qui peut répliquer ton offre et donc te faire concurrence. Typiquement, c'est grâce à ça que certaines boîtes se retrouvent dans des situations de monopole. Et d'ailleurs, l'État parfois est obligé de casser les monopoles. Typiquement, tu veux construire une ligne de métro, bon bah bonne chance pour concurrencer ça, personne ne peut sortir le budget pour. Voilà. Et finalement, regarde, je vais te présenter une matrice très très intéressante qui résume en fait le type de barrière à l'entrée que tu dois placer selon ton stade de développement. Quand tu débutes, probablement que tu n'as pas de capital et puis bah tu es débutant. Donc si par exemple, tu vois la lecture c'est si tu es ici, c'est que tu es débutant et que tu n'as pas de capital. Si tu es ici, c'est que tu es débutant et que tu as du capital. Ici, expert, capital, tu as compris. Donc là, tu vois par exemple, au début, t'es débutant et t'as pas de capital par exemple. Bah quand t'as pas de capital, quand t'as pas d'argent, ce que t'as généralement c'est du temps. Donc tu vas plutôt placer des barrières temporelles en passant beaucoup de temps pour créer des super contenus. Tu vas pouvoir placer également très important des barrières relationnelles. Yumi Denzel qui a 1 million d'abonnés, il peut pas prendre le temps de discuter avec chacune des personnes de son audience. Toi quand tu débutes, tu peux devenir le choix par défaut en créant un lien, en aidant généreusement les gens, en passant du temps avec eux. Et comme quand tu débutes, t'as une petite audience et que t'as moins de temps,
t'es moins occupé, bah finalement tu peux placer des barrières relationnelles. Et éventuellement tu peux placer des barrières audacieuses, c'est pas obligatoire, mais tu vois, je t'ai donné tout à l'heure l'exemple de Loïc Bourget qui a le courage d'aller dans la rue parler à des gens millionnaires pour leur demander combien ils gagnent. Bah si tu fais ça, t'élimines pas mal la concurrence. Si par contre tu es débutant mais que tu as du capital, bah dans ce cas-là tu peux placer directement des barrières financières, hein, logique, et tu peux même payer des gens qui peuvent mettre eux les autres barrières. Voilà, tu payes quelqu'un, je sais pas, un expert de très technique sur un sujet, bah tu le payes pour te créer des contenus par exemple, et du coup tu places des autres barrières grâce à tes barrières financières finalement quoi. Si par contre, par exemple, t'as pas de capital mais que t'es expert, là tu peux placer des barrières intellectuelles. T'es expert, t'as beaucoup de connaissances sur ton domaine, donc tu peux placer des barrières intellectuelles. T'as probablement aussi des accomplissements. Si t'es expert, c'est que ça fait longtemps que t'es sur ce sujet, donc tu peux placer probablement des barrières autoritaires. Et enfin, si t'as du capital et que t'es expert, bah, techniquement tu peux placer un peu toutes les barrières, mais on va plutôt se pencher sur des barrières financières, autoritaires, voire même des barrières techniques quoi. Voilà, à ce niveau-là, je te propose qu'on passe désormais à autre chose. Je vais te présenter une autre méthode extrêmement efficace pour tuer ta concurrence si tu débutes. Alors écoute bien ça, ça fait vraiment la diff. L'idée c'est d'être dans la posture je n'ai rien à vendre. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est très puissant. En fait, l'idée c'est qu'on va décaler la monétisation, c'est-à-dire qu'au départ, tu vas créer des contenus sur les réseaux sans jamais rien vendre. Et ça va te permettre de te focaliser finalement. En fait, tu es dans une posture qui est très confortable parce que tu es uniquement focalisé sur le développement de ton audience. Donc tu as plus de temps pour faire de bons contenus et pendant ce temps-là, ta concurrence, elle s'occupe de son offre, elle s'occupe de ses clients, donc elle perd du temps, enfin c'est pas une perte de temps qu'on s'entende bien, au bout du compte le but c'est de vendre, mais toi pendant ce temps là en fait t'es très confortable parce que t'es focus sur le développement de l'audience, donc t'as une grosse cadence, tu vas très très vite et donc tu peux éliminer la concurrence de cette façon en ayant un plus gros volume tout en maintenant ton niveau de qualité. Et donc voilà, l'idée par contre, c'est que tu sois en capacité de tenir un petit moment, au moins quelques mois, sans générer de revenus. Donc il faut que tu aies par exemple un job à côté, ou alors que tu aies un haut patrimoine de par d'anciennes expériences entrepreneuriales, ou que tu aies un projet à côté qui ramène de l'argent quoi. Parce qu'il faut que tu puisses temporairement ne rien monétiser parce que tu n'as rien à vendre tout simplement. Et le gros avantage de cette méthode, au-delà d'avoir plus de temps pour développer ton audience, c'est que tu as une accumulation de capital confiance. Les gens quand tu leur vends rien, en fait, ils sont moins méfiants. Ils se disent, ok, le mec est super généreux, il m'offre plein de choses. Tu vas voir une grosse augmentation de ce qu'on appelle la dette de réciprocité. La réciprocité, c'est quand t'offres à quelqu'un quelque chose, il a naturellement envie de te le rendre. C'est ce qu'on appelle le biais de réciprocité qui est très connu en business. Donc voilà, tu as une générosité qui est finalement désintéressée, qui te donne une posture de confiance et de création de réciprocité, qui fait qu'au moment où tu vas commercialiser un produit, où tu vas vendre plus tard, tu auras énormément de confiance, beaucoup de réciprocité et beaucoup d'audience aussi, donc tu vas faire un gros pic de vente. C'est notamment la stratégie qu'a utilisée MrBeast qui pendant très longtemps a fait des vidéos YouTube en réinvestissant 100% de ses gains et finalement plus tard il a créé plein de produits, donc MrBeast Lab, donc ses jouets, MrBeast Burger, Feastable, ses chocolats, sa marque de vêtements et tout le bordel, et aujourd'hui il serait valorisé à 5 milliards de dollars selon Bloomberg. Il a d'ailleurs refusé une offre à 1 milliard pour acheter sa chaîne YouTube, pour te dire à quel point le mec pèse dans le game. On a Alex Hormozy aussi qui a fait plus ou moins cette stratégie. Pendant très longtemps, il a donné gratuitement tout ce que les autres faisaient payer, tout ce que les infopreneurs qui vendaient des produits d'information faisaient payer. Bilan, il a chopé 3,5 millions d'abonnés très rapidement. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des parts dans des boîtes au final, quoi. On a aussi, une fois de plus, Arnaud Labossière, donc qui nous fait des grosses vidéos de 30 minutes à 1 heure, avec beaucoup de valeur où il pousse pas mal la réflexion. Il a rien à te vendre, donc ça lui donne une posture très confortable, quoi. Troisième stratégie pour froisser la concurrence, je vais te parler de la technique de la pieuvre, notamment une stratégie qui est utilisée par Iman Gadzhi. En fait, l'idée de cette pieuvre, c'est que tu vas avoir une thématique centrale. On va reprendre l'exemple d'Iman Gadzhi, lui, il est dans le make money, faire de l'argent en ligne, grosso modo. Eh bien, la technique de la pieuvre, ça consiste à te demander quels sont tous les autres sujets, toutes les autres thématiques connexes à la mienne, qui ont tendance à intéresser mon audience. Typiquement, dans le business, dans la thune, les gens sont aussi en moyenne pas mal intéressés par les belles bagnoles, par les belles montres, par les cigares,
par les beaux costards, tout ce genre de choses. Et bien ce qu'a fait Iman Gadzhi, c'est qu'il va attirer les fans de chacune de ces petites thématiques, tout en les raccolant à la sienne. C'est-à-dire qu'il va pas se mettre à faire une vidéo où il parle 100% de bagnole alors qu'il est dans le Make Money. Mais il va faire un vlog où va te présenter l'achat de sa nouvelle bagnole, où va te présenter ses montres, où il va fumer un cigare en discutant. Et tu vois, c'est une technique que, là je te prends l'exemple du Make Money, mais que tu peux faire peu importe ta thématique, peu importe le sujet que tu abordes. Il y a toujours des thématiques connexes qui ont tendance à beaucoup intéresser les gens. Si t'es collectionneur, tu peux faire une aparté où tu présentes ta collection Pokémon par exemple, tu vois. Voilà, donc tu fais des vidéos, je sais pas, un vlog, et dans ton vlog, tu montres que tu achètes ta bagnole, tu présentes tes montres, tout ce genre de choses, et donc tu attires les fans de chacune de ces petites branches vers ta grosse thématique, et comme les gens, souvent, t'as des fans de voitures, des fans de montres, des fans de cigares, bah tu les touches aux convictions, et du coup, ils sont très facilement fidélisés, quoi. Donc voilà pour la technique de la pieuvre. Je t'invite à me laisser un pouce bleu pour le dessin de cette pieuvre que j'ai fait par mes soins, qui est quand même remarquable, faut le dire. Ensuite, on va parler de la stratégie du vent de fraîcheur. Le postulat de base, c'est qu'on est exposé en moyenne à 4 à 10 000 messages publicitaires par jour. On est bombardé partout. On a aussi l'IA qui rend les créateurs vachement impersonnels. Ils vont se copier, tous les créateurs se ressemblent et ils ne développent pas forcément l'aspect humain. Le bilan de tout ça, c'est que notre cerveau, il s'habitue et il va développer ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Grosso modo, il voit un énième créateur qui fait la même chose que tous les concurrents sur le marché, il va se dire « Oh putain, encore un !» et il te laisse même pas ta chance, il se barre direct. Quand bien même tu pourrais éventuellement, même si en surface t'es un clone, dans les faits peut-être que ton contenu est meilleur, mais en fait la personne elle a tellement développé ses mécanismes de défense qu'elle va même pas te donner ta chance. C'est un peu comme toi quand tu regardes une énième pub que tu vois sur les réseaux ou à la télé, 2 minutes après on te demande quelle était la marque qui a fait la pub, tu sais même pas dire quelle était la marque, parce que t'es en mode ah c'est une pub j'écoute pas quoi. Eh bien, l'idée du vent de fraîcheur, ça consiste à contourner, à désactiver, si tu veux, ces mécanismes de défense. Et il y a plus ou moins 3 solutions pour ça, enfin, il y en a une infinité, mais je vais te présenter 3 de mes solutions. La première, ça va être d'importer du nouveau en croisant des thématiques, en apportant finalement un vent de fraîcheur, en allant choper des formats, des approches, des façons de faire dans des thématiques différentes, plutôt qu'en fait que de rester enfermé dans les mêmes schémas de pensée, dans les mêmes sources d'informations, en lisant les mêmes livres qui sont eux-mêmes lus par tous tes concurrents, donc vous dites la même chose en contenu, alors que si tu récupères l'information là où personne ne va la chercher, dans des milieux qui n'ont rien à voir, et que tu viens l'implémenter dans la tienne, bah clairement tu vas te différencier. Je sais pas si tu es dans le marketing, tu peux t'inspirer d'une campagne email de Burger King pour vendre plus de burgers quoi. Tu peux récupérer un format de contenu sur une thématique qui n'a rien à voir, tout ce genre de choses. Ensuite, deuxième chose que tu peux utiliser pour apporter un vent de fraîcheur, c'est exploiter ce que j'ai baptisé la faille de l'effet culture. Qu'est-ce que la faille de l'effet culture? En fait, le postulat c'est que aujourd'hui plus personne ne prend le temps de se cultiver. On le voit bien, nos grands-parents, ils lisaient plus, ils savaient tout, ou ils savent encore, hein, s'ils sont encore parmi nous, je te le souhaite. Mais voilà, ils connaissaient plein d'anecdotes, ils connaissaient plein d'histoires. Nos parents plus que nous, mais moins que nos grands-parents. Et puis nous, dans notre génération, du moins la mienne, les moins de 30 ans, quelqu'un cultivé, c'est très très rare. On ne prend plus le temps de lire, on ne prend plus le temps de se cultiver. Et donc, pourtant ce qui se passe, c'est que la culture reste extrêmement valorisée. Les gens finalement sont très facilement impressionnés par quelqu'un qui a un tout petit peu de culture, surtout dans un monde où plus personne n'en a. Et ce qui est stylé en fait, c'est que c'est beaucoup plus facile d'en avoir qu'on l'imagine. En fait, si tu lis ne serait-ce que 20 minutes par jour, tu t'implémentes cette petite habitude quotidienne, bah en fait, t'es déjà meilleur, t'es déjà dans le top 1%. Parce que je te l'ai dit, plus personne n'est cultivé. Donc si tous les jours tu lis 20 minutes et que tu prends quelques notes, franchement, au bout de 3 mois, t'as une culture du top 1%. Et derrière cette culture, comme elle est vachement valorisée, eh ben, elle va te donner de l'autorité, elle va te rendre plus intéressant, elle va te permettre de te différencier dans tes contenus, elle va permettre qu'on t'invite dans des podcasts et de faire la différence. Donc vraiment, l'effet wow culture. Sachant que les gens, voilà, t'as un peu de culture, ça y est, les gens ils sont en mode oh qu'est-ce qu'il est intelligent, etc. Alors que le mec il a juste recraché par cœur 2-3 trucs, 2-3 pépites du dernier bouquin qu'il a lu quoi. Donc c'est un hack, c'est pour ça que j'appelle la faille de l'effet haut culture. C'est parce que tu peux en vraiment 20 minutes devenir hyper cultivé, j'allais dire culturé, je suis un ouf. Et tu peux devenir voilà, très vite cultivé et du coup impressionner les gens quoi. Alors, troisième méthode pour apporter un vent de fraîcheur sur ta thématique, ça va être de prendre ce qui se fait
et de faire tout simplement l'exact inverse. Alors, pas l'inverse sur tout ce que tu fais, mais plutôt faire la même chose que tout le monde en le faisant bien, mais choisir un point. Et là, par contre, sur ce point, tu fais l'exact inverse, et ce point fait ta marque de fabrique, fait que tu te différencies. Alors, je précise, sur le point que tu choisis, il faut pas faire à moitié l'inverse. Il faut vraiment faire totalement l'inverse. Alors, ça peut être un pari risqué, hein, je le reconnais, mais finalement, rien ne t'empêche de revenir sur tes pas, quoi. Je veux dire, si ton business, il fait 50 000 par mois, c'est peut-être pas la stratégie que je te recommande d'adopter maintenant. Si ton business, il peine à décoller, que tu fais quelques centaines ou 2000 balles par mois, en fait, tu risques pas grand-chose à tester quelque chose, et t'en fais pas. On va pas t'en vouloir si tu te rends compte que ça marche pas, tu reviens en arrière, tu vas pas perdre tous tes clients, si ton offre est bonne, que tu as des vraies compétences, tu vas pas tout perdre, t'en fais pas quoi. Donc voilà, je te l'ai mis là, hein, mais si tu débutes, t'as rien à perdre. Donc autant prendre ce petit risque, parce que je pense que le reward peut être vraiment très très gros. T'as vraiment beaucoup à gagner si ça passe, et donc ça peut être intéressant de prendre ce que tout le monde fait et de faire l'inverse. Typiquement, on peut citer l'exemple d'Iman Gadzhi, qui a développé ce qu'il appelle le Flywheel VSL. L'idée, c'est qu'en fait, tout le monde héberge ses VSL, donc une VSL, je rappelle que c'est une vidéo de vente, sur leur propre nom de domaine, sur leur propre site, quoi, en gros. Et bien, ce qu'a fait Iman Gadzhi, c'est qu'il s'est dit, qu'est-ce qui se passerait si je mettais en ligne directement ma VSL sur ma chaîne YouTube et que toutes mes vidéos YouTube, tous mes shorts et tous les contenus de mes affiliés redirigeaient directement sur cette VSL. Et bien ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait près de 10 millions de vues et qu'elle a généré plus de 20 millions d'euros de vente. Et donc tu vois, il est allé à l'opposé de ce que tout le monde faisait et ça a été extrêmement payant. Ensuite, cinquième point pour froisser la concurrence, c'est la spécialisation. Je t'en parle souvent, je te le répète souvent, il te faut une plateforme qui s'adresse à une cible qui correspond à un segment de marché avec une offre, logiquement qui correspond au segment de marché que tu cibles. Donc voilà, une plateforme, une offre, une cible, c'est vraiment crucial, surtout si tu es dans une thématique très saturée comme le make money, coaching sportif en ligne, investissement, IMO, tout ce qui est thérapeute, tout ce genre de choses, c'est très concurrentiel. Pour te donner un exemple, tu vois, dans tout ce qui est business en ligne, une offre qui est large, qui est très thématique, ça va être gagner sa vie grâce au business en ligne avec l'IA. C'est une promesse qui marcherait pas pour 99% des gens, mais qui pourrait marcher pour Yomi Denzel ou le leader de sa thématique, quoi. Enfin, faudrait mieux la formuler que ça, mais c'est pour l'exemple. Ensuite, tu as une offre qui est niche. Là, ça va être gagner sa vie grâce à ton accompagnement en ligne. Donc là, c'est pas juste gagner sa vie, c'est gagner sa vie grâce à quoi? Grâce à ton accompagnement. Donc tu cibles un segment de marché. Et après, l'offre vraiment sous-niche sur une thématique très concurrentielle, ça peut être gagner sa vie grâce à un flywheel VSL. Et là, vous allez vraiment être 3, voire tu vas être le seul à proposer ça. Certes, tu vises 1% du marché, mais ce 1% de marché qui est intéressé par le flywheel VSL, bah, ils iront quasiment tous chez toi parce que vous êtes 3 maximum, voire t'es tout seul quoi. Donc c'est pas un problème de cibler une faible portion de marché parce que logiquement plus tu es spécifique, plus tu as une forte part de marché, pardon. Et puis aussi, c'est très facile d'être perçu comme un expert quand tu es spécialisé sur un truc précis parce qu'on se dit, bah, le mec fait que ça, s'il fait que ça, il doit être bon dans ça, quoi, a priori. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc une plateforme, pourquoi une seule plateforme? Pour être vraiment bon dessus. Si tu cherches à te développer partout, tu vas être moyen partout. Et aujourd'hui, être moyen, ça passe plus. Les plateformes sont concurrentielles, donc tu risques de te développer nulle part, quoi. Une cible qui correspond à un segment de marché pour devenir le choix par défaut quand on est intéressé par ce que tu proposes et pour avoir une communication qui est plus facile. Si tu cibles plusieurs personnes en même temps, je te raconte pas la galère, surtout si tu débutes. Et enfin, une seule offre pour pouvoir l'optimiser facilement, pour pouvoir piloter ton business facilement, pour pouvoir identifier où ça bloque et comprendre ce qui marche et ce qui marche moins bien, faire de l'A/B testing, tout ce genre de choses. Sixième point de cette vidéo, l'industrialisation poussée à l'extrême. Alors, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués en 2020 et qui pensent que rafistoler une petite offre avec des petits contenus, ça suffit pour faire 20-30 000 balles par mois. Laisse-moi te dire qu'on n'est plus en 2020, la concurrence a beaucoup monté, notamment depuis la fin du C19, et donc ça s'est professionnalisé. Et certes, on reste une industrie relativement récente, donc on a des croissances qui sont encore très rapides par rapport à beaucoup d'autres industries, même la finance qui est théoriquement censée bien payer, même si c'est de moins en moins vrai, pour aller chercher le 10 000 balles par mois, il te faut quand même généralement 10 000 balles de carrière, quoi. 10 ans de carrière, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Alors que dans le business en ligne, c'est encore fréquent de voir des mecs qui font du 0 à 5 000 balles par mois en 6 mois, 1 an. Attention, je dis pas que c'est la norme, je dis pas que tout le monde va y arriver, mais c'est des choses qui sont pas rares, quoi, qui peuvent se faire assez... Enfin,
pas facilement, mais assez fréquent dans la mesure où on a des effets de levier que sont les contenus. Tu peux créer un contenu en 30 minutes, le diffuser et taper 1 million de vues, voilà quoi, si t'es bon. Donc c'est des effets de levier qui permettent de prendre des shortcuts et d'aller beaucoup plus vite, mais on n'est plus en 2020, ça s'est professionnalisé, il faut impérativement prendre au sérieux ton activité en ligne, parce que oui, tu es bien sur un vrai business, et donc ça passe par de l'industrialisation et des process. Donc tu vois, avant, la plupart des gens, ils étaient en mode « je poste des contenus quand ça me chante », quand j'ai une bonne idée, j'essaie d'être régulier, mais je manque de volume, et puis bah, j'ai des gros passages à vide, quoi. Maintenant, ce qui marche, c'est des process clairs pour chaque étape du processus de création, avec des méthodes claires pour chaque process à suivre, et voilà, des process pour trouver des idées, pour rédiger des accroches, pour générer des images, des structures de copywriting pour aller plus vite, des templates pour rendre les résultats duplicables, des templates d'accroche, du batching pour aller plus vite en rassemblant les tâches similaires, automatiser ce qui doit l'être avec des outils comme Zapier ou de l'IA, et booster un peu le tout avec l'IA, quoi. Donc tu vois, il y a un truc que je vois souvent, c'est quelqu'un qui va faire 100 000 vues par mois sur Instagram par exemple, et qui arrive à faire vivoter, enfin à peine vivoter son business avec, en prenant 1000 balles par mois. Et bien, ce même gars, en fait, il pourrait assez facilement, grâce à l'industrialisation, faire 5 fois plus de vues, donc passer de 1000 à 5000 balles par mois. Simplement en industrialisant. Et ce que je remarque, moi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment à quel point ils peuvent augmenter les volumes, et augmenter les volumes sans forcément y passer plus de temps, grâce justement à des systèmes, à des process, à de l'industrialisation. Je te prends l'exemple de ma page Facebook. Ma page Facebook, ça faisait longtemps que j'avais pas posté, et je me suis dit, bah je fais plein de vidéos sur YouTube, je vais reprendre des extraits de mes vidéos, et je vais en faire des publications Facebook, écrites. Je commence à le faire pour tester un peu le marché, je vois que ça cartonne. Bah, la plupart des gens, ils se seraient mis à faire une publication par jour, comme je le faisais au début, et donc ils feraient peut-être 500 000 vues par mois. Bah moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pas fait une, je me suis mis à en faire 4 par jour. Et sachant que moi, ça fait 10 ans que je crée du contenu, donc déjà, je connais mon sujet très très bien, donc je peux faire des contenus plus vite que la moyenne, et puis surtout, avec le temps, j'ai développé des vrais systèmes, des process, j'ai industrialisé le tout comme je viens de te l'expliquer, donc en fait, mes 4 posts, je mets, allez, au max 30 minutes par jour pour les faire. Bah, le bilan, c'est que je fais 2,5 millions de vues sur les 28 derniers jours, alors que la page Facebook était laissée à l'abandon il y a 28 jours. Et donc là où quelqu'un ferait peut-être 500 000 vues dans le mois et arriverait à vivoter du business, bah moi je vais faire 5 fois plus, en y passant 30 minutes par jour. Et encore, on n'est qu'au niveau 1 de l'industrialisation là, parce que Facebook, ça reste pas du tout ma plateforme principale, j'ai pas forcément le temps d'y passer beaucoup plus de temps. Mais si par exemple je voulais lancer un full business sur Facebook où je vends voilà, mes infoproduits via Facebook, ce que je ferais, c'est que j'industrialiserais beaucoup plus en créant 5 pages qui auraient chacune 4 posts par jour, et donc au lieu d'être à 2,5 millions de vues sur les 28 jours, je serais peut-être à 10-15 millions de vues par mois. Et là, finalement, tu vois, comparé au mec qui fait 500 000 vues et qui fait vivoter son business à 1000 balles par mois, bah si t'en fais 15 millions, tu fais 30 fois plus. Donc tu peux faire potentiellement 30 000. Bon, en général, t'en fais plutôt 20 000 que 30 000 ou 15 000 que 30 000 parce que tu peux pas dupliquer les résultats aussi facilement. Je vais pas rentrer dans le détail, mais il n'empêche qu'il y a une énorme différence entre quelqu'un qui a industrialisé, et il y a beaucoup de business qui bloquent entre 1000 et 3, 4, 5 000 parce que justement, ils ne savent pas industrialiser, ils ne savent pas vraiment scaler le truc à l'échelle, quoi. Donc voilà, il faut trouver finalement une offre qui rencontre le marché en testant et en exécutant rapidement, et ensuite il faut industrialiser brutalement pour aller péter des paliers, quoi. En tout cas les premiers paliers. Ensuite le second palier finalement, c'est de se placer en tant que CEO, de s'extraire du business, de déléguer, de recruter, tout ce genre de choses, mais c'est pas forcément le sujet de cette vidéo. Alors, 6e point pour froisser la concurrence, c'est de faire les trucs où tu te dis « je vais pas aller jusque-là quand même ». Et quand je parle de ça, je parle pas de faire des trucs border, illégal, des mauvaises pratiques. Non, je parle vraiment d'un truc où tu te dis, je vais te donner un exemple, ce sera peut-être plus clair. Ce que tu peux faire par exemple, c'est, tu vois, tu veux vendre un infoproduit. Tu te dis, je veux tant de marge par vente. Par exemple, je veux 99 € de marge par vente. Et bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te dire, ok, je peux vendre peut-être mon produit jusqu'à 300 €, et tout ce qui est entre 99 et 300 €, donc les 200 € supplémentaires à ta marge, je vais tout réinvestir dans le produit pour mes clients. Ça peut être par exemple, si tu vends un produit sur comment développer son audience sur YouTube, bah tu vas, pour chaque client qui achète le programme, leur payer un graphiste qui va leur faire une bannière.
Soit tu négocies un deal avec le graphiste pour qu'il te les fasse payer moins cher, mais tu investis, je sais pas, 50 € sur les 300 € du client pour lui offrir une bannière. Tu vas par exemple lui commander 3 livres sur Amazon que tu vas lui envoyer directement chez lui. Tu vas faire X, tu vas faire Y. Tu vas vraiment raisonner comme ça pour acheter plein de trucs à ton client, pour lui en mettre plein les yeux. Tu vas créer une offre qui est vraiment irrésistible, qui se différencie du marché parce qu'il n'y a pas grand monde qui te font une formation pour se développer sur YouTube et qui t'offre la bannière et qui t'envoie des livres par la poste qui peuvent t'aider. Et tu peux faire d'autres choses, hein, parce que là on est sur... un livre c'est 10-15 balles et une bannière 50. Si tu investis 200, tu peux encore lui ajouter deux choses. Et t'imagines l'effet wow que tu crées sur le client. Et tu vois, la plupart des gens ils se disent ah, je vais pas aller jusque là quand même. Je vais pas aller leur envoyer des livres par la poste. Bah si, bah si. Et c'est justement parce que tout le monde se dit je vais pas aller jusque là quand même, que quand toi t'y vas, tu froisses la concurrence quoi. Voilà, il faut faire les choses que les autres ne sont pas prêts à faire. Ça peut être par exemple de créer des campagnes de pub sur Meta Ads ou Google Ads qui vont être break-even, c'est-à-dire qu'à l'équilibre, où tu vas gagner aucun argent, tu vas dépenser autant qu'elle te rapporte. Par contre, tu vas juste faire ça pour avoir des gens qui, en te coûtant zéro, vont accéder à des programmes que tu vends et vont pouvoir du coup se former avec toi, suivre tes cours. Et si tu as fait un bon cours, en fait, tu vas le fidéliser. Ça va faire de l'awareness et ça va fidéliser une audience que tu vas pouvoir rediriger sur d'autres produits ou sur ton audience à toi, quoi. Alors je précise quand même que la technique du low ticket vers high ticket, c'est clairement pas ce qui permet le mieux de vendre, parce qu'en France, les gens qui achètent des produits low ticket ne sont pas les mêmes qui achètent les produits high ticket, contrairement aux États-Unis par exemple. Par contre, ça peut être une stratégie de se mettre à break-even juste pour faire de l'awareness, juste pour augmenter ton volume d'audience, le temps, je sais pas, d'amorcer ton audience, de faire un peu plus de crédibilité, voilà quoi. Et ça, tu vois, il y a peu de gens qui seraient prêts à aller jusque-là. Ça peut être aussi d'offrir des cadeaux en récompense. Tu vois, tu as déjà dû entendre parler des trophées de System.io. System.io, quand tu passes le cap des 100 000, 500 000, 1 million, ils t'offrent des trophées. Je crois même que aux 10 millions, je crois qu'au trophée des 10 millions, ils t'invitent aux États-Unis et ils te le donnent sur scène devant des gens, etc. quoi. Donc voilà, c'est un moyen de fidéliser, c'est un moyen de différenciation. Moi à l'époque, j'avais la deuxième plus grosse chaîne YouTube sur Clash of Clans en termes de vues. J'avais décroché un partenariat avec Supercell, donc les créateurs de Clash of Clans, et ils m'offraient, tu vois, j'en ai pris une là pour te montrer, ils m'offraient, tu vois, par exemple des figurines comme ça, qui m'envoyaient par la poste. Donc tu vois, c'était des figurines des personnages de Clash of Clans, je sais pas si tu as déjà joué, que tu pouvais pas acheter. C'était des figurines qui étaient disponibles uniquement pour les partenaires Supercell, donc en gros les youtubeurs. Et bah franchement, quand t'es un fan du jeu Clash of Clans comme je l'étais à l'époque, et qu'on t'envoie ça par la poste, ils m'en ont envoyé plein comme ça, avec des peluches, tout genre de choses, bah ça fait une grosse diff par rapport à la concurrence. Donc c'est des choses auxquelles tu peux réfléchir quoi. Septième stratégie, tu peux tuer la concurrence en te mettant dans une position où ton intérêt business diffère de la concurrence. C'est peut-être pas très clair pour toi, je vais donner un exemple concret. C'est à peu près ce qu'a fait Alex Hormozy il y a 3 ans. Il est arrivé sur les réseaux, sur YouTube notamment, en donnant tout gratuitement. Et tout ce qu'il donne gratuitement, c'est exactement tout ce que faisaient payer ses concurrents à l'époque. Et les concurrents, ils pouvaient pas le donner gratuitement, parce que c'est ce qu'ils vendaient. Donc ils tueraient leur propre business, ou alors faut qu'ils changent complètement leur produit, quoi. Mais Alex Hormozy, tu vois que son intérêt business, il diffère de ses concurrents. Il ne vend pas, lui, d'infoproduits. Donc il peut tout donner gratuit, profiter de l'avantage de tout donner gratuit, c'est-à-dire de faire des meilleurs contenus que les autres, et finalement, lui, il va se monétiser avec un intérêt qui diffère de la concurrence. En l'occurrence, lui, son business, c'était acquisition.com. Et en gros, son business principal, c'est investir dans des entreprises à fort potentiel. Il prend de l'equity et derrière, en fait, voilà, il investit dans des entreprises qui sont généralement déjà rentables à plus de 3 millions de CA annuels. Et puis, il va les scaler massivement en prenant des parts, en se versant des dividendes, tout ce genre de choses, quoi. Donc, tu vois que son intérêt diffère de la concurrence. Ça lui donne une posture qui lui permet, une fois de plus, de froisser la concurrence. À présent, je te rappelle que ça fait 4 ans que je vis à plein temps de mon activité en ligne, des business, j'en vois passer à longueur de journée, donc je suis capable d'identifier au premier coup d'œil ce qui pêche dans ton activité, que ce soit au niveau de l'acquisition de trafic, de la conversion, de ton offre, de ton positionnement, tout ce genre de choses. Alors ce que je te propose, c'est de réserver ton appel stratégique offert sur le premier lien en description. Ça n'engage à rien, je vais pas te bouffer. Dans le pire des cas, tu vas repartir avec de bons conseils, et dans le meilleur des cas, on verra comment je peux t'accompagner pour bosser ensemble et pour faire exploser ton activité, de sorte à ce que tu puisses en vivre confortablement. Donc réserve ton appel offert sur le premier lien en description. Moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.